ganzen Spaß passiert. Wieder eine grosse... Hast du eine Reaktion jetzt schon festgestellt? Oder wie nimmst du die Mannschaft wahr jetzt? Le fait de pouvoir entraîner, oui, l'envie elle est toujours là. Former régulièrement des joueurs qui puissent jouer en Super League, en Challenge League, voire partir à l'étranger. Certains ils ont des contextes qui favorisent la confiance, d'autres c'est compliqué. Matteo Vanetta. Merci de nous recevoir ici au Lausanne Sport, dans ce magnifique stade, pour cette première où on parle de foot, rien que de foot. Et puis surtout, l'objectif étant de pouvoir informer le public, pour informer les jeunes qui aspirent à devenir footballeurs. Il y a dans le passé, nous avions joué au foot ensemble. Je préfère taire le nombre d'années parce que ça va nous vieillir un petit peu. Puis avoir ton sentiment aujourd'hui, après tant d'années que tu as arrêté le foot. Disons que nous sommes dans un monde qui va extrêmement vite, donc quand on se pose la question « qu'est-ce que je ferai après la carrière de footballeur ?» On se dit toujours, de toute façon, c'est très loin. Et puis finalement, maintenant, on regarde en arrière et puis on se rend compte que les années après la carrière de football sont passées tout aussi vite. On n'a pas vraiment le temps de se poser et y réfléchir, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, je suis vraiment très content de la reconversion que j'ai pu faire après ma carrière active de joueur. Je suis toujours dans le monde du football, j'ai toujours autant de plaisir à vivre ces émotions que le football nous réserve. Aujourd'hui, j'essaye de profiter de l'énergie que la jeunesse nous transmet pour pouvoir essayer de les accompagner dans cette carrière qui est magnifique. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Jouer au foot, c'est le plus beau métier du monde. Entraîner, c'est joli. Diriger une équipe de football, c'est joli. Mais être sur le terrain, c'est quand même le plus beau job. Alors, quarantenaire, nous sommes. Il n'y a pas que toi. Quarantenaire, nous sommes. Ancien joueur professionnel, Matteo Vanetta. C'est que tu as joué dans le championnat suisse pendant plus de 14 ans. C'est une carrière qui est assez prolifique, qui a duré pas mal. Pour un joueur professionnel, c'est déjà quelque chose de très représentatif, de très important. Tu t'es ensuite orienté vers la formation des jeunes, au Servette, à Young Boys, et avec différentes sélections des jeunes de la Nati. Également aussi en tant qu'assistant d'ailleurs du coach Castella. Je profite pour passer le bonjour, je sais que toi aussi. Gérard, bien entendu. Gérard Castella, dont on a été sous sa direction Tout à fait. Carouge. Tu as ensuite été à Young Boys, où tu as connu 2 campagnes en Champions League, ainsi qu'en Europa League. Par la suite, tu as justement occupé le poste par intérim d'entraîneur principal pendant le printemps 2021. Exactement. Après cette expérience, tu n'as pas eu envie de rester entraîneur principal ? L'envie et la volonté d'entraîner, elle est toujours là. Après, il s'agit d'opportunités. C'est très difficile de planifier une carrière, encore plus d'entraîneur. Donc je pense qu'aujourd'hui, le plus important pour moi, c'est de faire quelque chose qui me plaît, quelque chose qui me parle, de faire quelque chose de cohérent. Le fait de pouvoir entraîner, oui, l'envie, elle est toujours là. Mais aujourd'hui, je suis dans une dynamique de mettre à disposition les compétences et l'expérience que j'ai cumulées jusqu'à ce jour pour un projet qui est absolument exceptionnel. Aujourd'hui, je suis absolument épanoui dans ce que je fais. Qu'est-ce qui me réserve dans le futur? On ne le sait pas. Mon envie, c'est celle de rester au plus haut niveau, donc travailler dans un club d'élite, toujours essayer de m'améliorer pour pouvoir ensuite répondre aux opportunités qui se présenteront. D'ailleurs, tu parles de transmettre ta passion avant tout, et puis ce que tu as connu. Qu'est-ce qui t'a amené à occuper ce poste auquel tu occupes aujourd'hui? Le hasard, d'un côté, et l'opportunité, le timing que la vie nous réserve. Lausanne Sport a mandaté, via le président, par volonté de notre président, un audit, il y a 8 mois maintenant, pour savoir un petit peu comment la formation des jeunes était organisée sur le canton de Vaud, via le Team Vaud. Moi, j'ai derrière moi 12-13 ans de formation des entraîneurs, formation des joueurs, expérience en tant qu'entraîneur, donc une vision assez globale de la formation. Et finalement, le jour où j'ai rencontré mon président, je ne savais pas de cet audit et j'ai parlé de celles qui sont mes convictions. Et la chance veut que c'était à peu près la totalité de l'audit qui avait été fait. Le président a estimé que j'avais une bonne vision et une bonne idée de ce qu'on aurait pu faire pour développer la formation des jeunes footballeurs vaudois. Et on a fait le deal. On s'entend très bien, on a une très bonne relation. Et aujourd'hui, je suis vraiment très content de pouvoir essayer de développer le talent immense qu'il y a sur ce canton. Alors justement, je sais que tu es instructeur pour les éducateurs, tu t'en souviens? Je m'en souviens, parce que quand j'ai passé mon diplôme C+, à Ténéron, je faisais partie justement avec le coach Yves de Bonner des instructeurs. J'ai entendu le projet que le club plus ou moins avait pour son académie, pour sa formation de manière générale, surtout pour les jeunes vaudois. Est-ce qu'ils sont aussi ouverts pour les jeunes qui viennent un peu partout de la Suisse romande et pourquoi pas de la Suisse? Disons que dans le football moderne, on est aussi ouvert à tout ce qui se passe à l'extérieur pour que la qualité soit meilleure, mais nous sommes une réalité vaudoise. Nous avons des responsabilités vis-à-vis des Vaudois. Nous sommes subventionnés par des pouvoirs publics. On a une certaine responsabilité vis-à-vis du canton, vis-à-vis de la région. Et ça, je le fais très volontiers. À égalité de compétences, je choisirai toujours la personne qui habite sur le canton, qui vient de la région, qui est intégrée dans le contexte social vaudois. Maintenant, la Suisse n'étant pas si grande que ça, on a aussi la possibilité de regarder un petit peu ailleurs, mais nous voulons absolument soutenir tout ce qui se passe sur le canton.
Et c'est quoi ce projet que le club il a, ou du moins il avait avant ton arrivée, qui t'a convaincu de pouvoir justement mettre en avant tes qualités humaines, tes compétences professionnelles, et puis aussi qui pouvait permettre de fusionner entre le projet du club et toi aussi tes convictions en tant que professionnel dans l'encadrement? Il y a 2 points qui m'ont fait décider pour ce projet. Un, le feeling qui s'est instauré entre moi et le président. Pour moi, c'est fondamental, bien s'entendre avec les gens. Le feeling qui s'est instauré entre Pauline et moi, c'est magnifique et j'en suis très reconnaissant de la confiance qu'il m'accorde. Et le deuxième, c'est l'ambition. Je suis quelqu'un d'ambitieux et j'ai envie que tout le club et tous les collaborateurs de l'académie le soient aussi. On a comme ambition de devenir une académie entre les meilleurs 4 de Suisse. Former régulièrement des joueurs qui puissent jouer en Super League, en Challenging, voire partir à l'étranger. C'est ambitieux, par moments limite arrogant, mais c'est le seul moyen pour amener de l'argent dans les caisses du club. La Swiss Football League est une ligue formatrice. On est obligé de passer par la case formation des jeunes, valorisation des jeunes, pour pouvoir faire tourner le business du sport, football en l'occurrence en Suisse. On s'inscrit absolument dans une dynamique de business aussi, mais au centre de ce business, il y a l'aspect développement individuel d'un joueur qui aura la possibilité de faire ce métier qui est magnifique. Comment est-ce que vous collaborez avec toutes les composantes au niveau de la ville, tous les collaborateurs auxquels vous pouvez avoir à travailler ensemble pour pouvoir remettre tout ça en place? Avec ouverture et accueil. Quand on collabore avec des gens, il faut être à l'écoute, il faut être très sensible à l'autre. Si quelqu'un est ambitieux, on doit le respecter, mais on doit aussi tenir compte de tout le contexte dans lequel il travaille. Aujourd'hui, nous avons un outil de travail entre le stade et le centre sportif de la Tuilière qui est quelque chose d'exceptionnel. Nous avons la ville qui nous met à disposition des infrastructures et des conditions de travail qui sont extrêmement récentes. C'est propre, fonctionnel, c'est vraiment très bien et on est reconnaissant de tout ça. Il y a 120 joueurs qui sont là entre 15 et 21 ans régulièrement dans cette enceinte. Il y a énormément de collaborateurs qui sont là et qui doivent interagir entre eux. Et si on n'est pas à l'écoute, si on n'est pas sensible à qu'est-ce que l'autre a besoin, ça devient difficile. Mais on a un très bon groupe de travail, une atmosphère de travail qui est très saine. Ce qui me plaît énormément dans cette dynamique-là, c'est que la réflexion, elle part de qu'est-ce que le jeune a besoin pour s'améliorer. D'ailleurs, je disais à un jeune qui n'était pas titulaire, au lieu d'aller chez l'entraîneur, réfléchis plutôt qu'est-ce que tu dois faire en plus pour être indiscutable dans le choix de l'entraîneur. Il y a une question qui est personnelle. Est-ce qu'à un moment, lors de ta reconversion, tu as eu à vouloir t'orienter ou de changer radicalement de métier? Non, pas 2 secondes. Par la suite, j'ai rencontré pas mal de footballeurs qui se posaient la question qu'est-ce que je vais faire après? Et comment t'as fait toi, Mathéo? On me posait la question, puis finalement j'ai dit j'ai pas pensé. Donc chacun vit ce moment-là de façon très personnelle et très différente, ce qui ne veut pas dire bien ou moins bien. Personnellement, j'y ai jamais pensé, et puis finalement ça s'est fait de façon très naturelle. Je pense aussi qu'il y a plusieurs postes sur l'échiquier tactique qui portent à plutôt rester dans le football, notamment les numéros 6, les défenseurs centraux. C'est ceux-là qui sont aujourd'hui entraîneurs ou qui sont encore actifs dans le football sur le terrain. Il y a très peu d'attaquants qui sont entraîneurs, très peu de latéraux, d'anciens latéraux qui sont entraîneurs. C'est vraiment ceux qui sont un petit peu dans le cœur du jeu. Par contre, il y a d'autres métiers qui sont liés au monde du football, comme agent, comme dirigeant, etc. Et chacun essaye de trouver sa voie. J'ai rencontré aussi plein de gens qui disent « Non, fini, je veux complètement changer de monde ». Je le comprends, c'est un monde spécial, particulier par moment. En ce qui me concerne, ça s'est passé de façon très naturelle et puis je me sens tout à fait à l'aise là-dedans. Je suis entièrement d'accord avec toi. Aujourd'hui, directeur joueur, entraîneur, directeur technique d'une académie, sachant que le football a évolué, quelles sont les qualités qu'un directeur technique d'académie devra avoir? C'est difficile parce que chacun avec sa personnalité aura un profil différent. Mais je pense qu'il y a une chose qui est fondamentale, c'est savoir être à l'écoute. Quand vous dirigez une vingtaine d'entraîneurs, professionnels ou semi-professionnels, quand vous êtes responsable de l'avenir, du futur de 120 gamins entre 15 et 21 ans, sans compter les gamins qui sont entre 12 et 15 ans, vous êtes obligé d'être à l'écoute. Vous avez les parents, vous avez les représentants des joueurs, les collaborateurs, les assistants, vous avez plein de monde qui gravite autour de cette formation des jeunes. Et si vous n'êtes pas à l'écoute, vous n'avez aucune chance de pouvoir intégrer un tel projet. Après, quelqu'un sera peut-être un peu plus directif, plus dans le partage, ça sera sa personnalité. Je pense aussi que si aujourd'hui vous n'avez pas une expérience, vous n'êtes pas proche et vous n'avez pas cette envie de toujours vouloir savoir qu'est-ce que c'est le football de haut niveau, c'est difficile de pouvoir dire à quelqu'un, écoute, pour être là-haut, il faudra faire ça. Il faut quand même une certaine cohérence et être proche de tout ce qui se passe au plus haut niveau. L'une des qualités parmi celles que tu cites ou tu as citées, c'est le management des entraîneurs, des éducateurs. Comment, selon toi, on doit les sélectionner, on doit les choisir et puis comment collaborer avec eux?
en se posant la question, qu'est-ce que cet entraîneur peut amener aux joueurs à une certaine tranche d'âge? Pour moi, c'est fondamental d'abord les qualités de la personne. Ensuite, comment il peut s'intégrer dans le staff des entraîneurs. S'il y a quelqu'un qui veut venir et qui veut faire son show, ça ne sera pas possible. Le centre de l'attention, ça doit toujours être le joueur, ça ne doit pas être l'entraîneur. Et après, les compétences que cet entraîneur peut amener aux joueurs. Par la suite, il ne faut pas oublier non plus que nous voulons aussi former des entraîneurs. Il n'y a pas que les joueurs dans notre projet. Il faut aussi voir un certain potentiel de développement pour un entraîneur, pour peut-être une fois le voir ici, coacher un match de Super League ou de Challenge League. Mais la priorité, ça restera toujours les joueurs et la formation des joueurs. Pas tous les entraîneurs qui font partie de la structure de la LS Academy seront des entraîneurs de haut niveau. Et c'est pas un problème. Au contraire, moi j'ai besoin aussi des entraîneurs qui sont très très forts à une certaine catégorie, parce que c'est grâce à eux qu'il y aura des jeunes qui seront épanouis, qui progresseront entre le début et la fin de la saison. Donc il faut vraiment un bon mix de tout ça. Il n'y a pas un profil parfait, il y a des compétences, une intégration et surtout il y a une passion, une envie de vouloir amener quelque chose à nos jeunes. Ça me rappelle la formation itinérante. Ça, c'est le côté instructeur qui prédomine. C'est le côté instructeur, mais c'est aussi avoir eu la chance de côtoyer des gens comme Gérard Castella, que tu citais avant, de Yves de Bonner. C'est des gens qui ont énormément amené d'idées, d'impulsions et que j'ai côtoyé pendant des décennies. C'est clair que je reprends certainement quelque chose de leur part et puis un petit clin d'œil à Yves parce qu'il se reconnaîtra. Et puis ces entraîneurs, là, quand ils arrivent au club, est-ce qu'il y a une cohérence dans le jeu? Est-ce qu'il y a une philosophie qui est déjà définie et déterminée à laquelle il faut qu'ils se joignent? Ou est-ce que c'est un petit peu ouvert, que chacun puisse apporter de sa touche? C'est fondamental de pouvoir s'épanouir en tant que personne, en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur ou collaborateur de l'académie. Donc une certaine liberté pour pouvoir mettre en place mes capacités, elle est importante pour l'entraîneur. Il faut mettre un fil rouge entre tout ça. S'il n'y a pas de philosophie de jeu, il n'y a pas de discussion commune, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de critères d'évaluation, il n'y a rien. Donc c'est important pour moi de mettre en place une philosophie de jeu qui est très bien structurée sur la phase offensive, la phase défensive, les deux phases de transition et les balles arrêtées. On a aussi mis en place quel est le profil du défenseur latéral, quel est le profil du défenseur central avec caractéristiques bien définies, de façon à pouvoir savoir où on veut aller. Comment on y va? Comment on met en place la philosophie? Ça, c'est le choix du coach. Il a toute la liberté. Est-ce qu'il y a un système de jeu imposé? Non. J'aimerais juste que les joueurs puissent apprendre plusieurs systèmes de jeu. Mais les principes de jeu doivent rester les mêmes. On veut un certain jeu qui nous estimons moderne, futuriste peut-être, en tout cas dans laquelle... Mais défini par la direction de l'académie. Absolument. Par toi et ton équipe. Exactement. Puis c'est au travers de ça que l'entraîneur il doit se mouvoir tout autant en respectant ça. Exactement. Mais le choix des exercices, des jeux et des formes jouées à mettre en place, c'est absolument libre pour le coach. Tant que les thèmes sont respectés. Tant que la philosophie de jeu elle reste et puis qu'elle doit être proche entre les 21 et les 15, parce que c'est important aussi d'imaginer qu'on ne travaille pas sur une année. Parce que le coach, il a une vision souvent de 12 mois, mais moi, je dois avoir une vision de 7 ans. Entre 15 et 21. Et le joueur, il doit pouvoir se mouvoir dans cet espace-temps sans forcément chambouler toujours le tout selon les idées de jeu d'un coach. Une vision de 7 ans, si tu viens d'arriver au Lausanne Sport, ça fait pas si longtemps que ça veut dire que tu penses dans la durée là. J'ai l'habitude de mettre en place des choses en espérant que ça soit dans la durée, sans forcément que ça soit moi. C'est évident que moi j'ai envie de lancer ce projet, d'y participer, mais que ça soit quelque chose de durable et que ça soit une vision, une direction que l'on pourra un petit peu adapter par la suite. Le plus important, c'est de mettre en place quelque chose de cohérent pour que les jeunes vaudois puissent y travailler et puissent atteindre le niveau de Super League qui est l'objectif final. Ça dure 7 ans, ça dure 8 ans, je ne sais pas, on ne sait jamais dans le football, mais en tout cas, il faut avoir une vision à moyen terme quand on parle de formation. Sinon, c'est invivable de ne pas savoir qu'est-ce qu'on va faire demain. Parlons des coachs justement, surtout du football amateur, parce que ça commence là, la base, le football de base, qui aussi pour moi, et sans aucun doute pour toi, est l'essence même du football, parce que c'est là où tout commence, c'est là où la germe elle est plantée. L'évolution un petit peu de l'accompagnement, comment tu la trouves toi, depuis quand tu as commencé le foot jusqu'au moment où tu es instructeur et puis à la responsabilité qui est la tienne aujourd'hui? Le football de base, tu as bien raison, c'est le vrai football. Il y a très peu de règles, on t'impose peu de choses, on ne t'oblige pas à jouer à deux touches. C'est là qu'on voit vraiment tout ce qui est le vrai football, quand on se prend un petit peu pour des Guardiola, alors qu'on n'a pas forcément Manchester City sous les mains, et se dire peut-être que je dois revenir un petit peu en arrière et puis faire des choses simples. Je pense que l'instruction, la formation des entraîneurs en Suisse, elle est très très bonne. Ça nous permet d'avoir de très bons jeunes. Au niveau européen, on est quand même bien placé. Et je pense qu'elle est assez adaptée aux différentes steps que l'entraîneur puisse devoir passer pour pouvoir répondre à la demande de l'endroit ou dans lequel il travaille. Est-ce que tu as pu voir une évolution, même des années où tu as commencé ta reconversion? J'espère. Avec justement l'accompagnement au niveau amateur, parce qu'on parle toujours de l'élite, tu es responsable d'une académie. Les jeunes qui viennent intégrer cette académie, ils viennent du football amateur par rapport au Playmore. Ce jeu sans règles, juste le fait de s'amuser. Comment toi tu ressens ces choses?
Je pense que c'est important parce que ça répond un petit peu à l'évolution de la société. Il y a 20 ans, tout le monde jouait dans la rue au football. Aujourd'hui, on joue sur son propre canapé avec la PlayStation ou des choses similaires. Et malheureusement, on a un petit peu perdu ces habilités qui étaient celles du football de rue. Aujourd'hui, ce football de rue-là, il faut le recréer, il faut le représenter quelque part. Soit on le représente lors des entraînements, régulièrement avec un jeu libre. Mais jeu libre, ça veut dire aussi que ce sont les joueurs qui choisissent l'équipe, qui choisissent la taille du terrain, qui décident comment on peut marquer. Parce que par moment, on posait 2 chaussures pour faire un but, ou alors on posait le sac pour faire 2 poteaux. Aujourd'hui, tout est organisé. Vous arrivez à l'entraînement, puis il y a les dossards qui sont posés par terre, les équipes, elles sont faites, les petits buts, ils sont là. Et par moment, il faut déstructurer tout ça et recréer ce football qui n'est plus. Moi, j'invite souvent, lors des cours d'entraîneurs, à recréer des moments où les joueurs décident. On dit aujourd'hui, on a perdu de personnalité chez nos joueurs. Oui, mais en même temps, on choisit tout pour eux. Donc peut-être il faut leur laisser la place. Mais est-ce que ça vient du moment où le jeune passe avec l'entraîneur? Mais Jeff, quand tu allais jouer au football et qu'il n'y avait pas d'entraîneur, qui c'est qui choisissait les équipes? C'était parmi nous. Normalement, c'était celui qui avait un peu plus de leadership, un peu plus d'initiative. Maintenant, si moi je suis l'entraîneur et que je t'empêche d'avoir cette initiative, est-ce que tu peux la développer? On peut se poser la question. Qui c'était en général les premiers choisis? Celui qui marquait le plus? Celui qui était un peu plus intelligent? Le gardien? Le gardien parce qu'il t'arrêtait des bons trucs. Finalement, quand on dit que les joueurs veulent gagner, ben, ils faisaient tout pour faire ça. Qu'aujourd'hui, on se pose la question de pourquoi on doit tout choisir, on doit tout niveler pour que ça soit égal pour tout le monde. C'est pas vrai qu'il faut faire tout égal pour tout le monde. Ça remet pas en cause un petit peu cette évolution qu'il y a eu? Je sais pas si c'est une évolution. Trop souvent, l'ego de l'entraîneur, de l'éducateur, prend le dessus par rapport à ce qui est vraiment l'objectif, c'est-à-dire permettre à des jeunes de s'amuser sur un terrain de football. Devenir footballeur, ça demande des investissements, du travail, oui, mais ça veut pas dire qu'on peut pas avoir du plaisir, qu'on peut pas s'amuser et avoir des moments pour soi. Aujourd'hui, il faut un petit peu recadrer la réflexion et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le jeune au centre du projet. Un jeune qui a beaucoup travaillé, qui est sur la bonne voie pour devenir footballeur, il a besoin à un moment donné de moins être poussé, moins être cadré et peut-être avoir un peu plus de liberté. Et si on est dans cette réflexion-là, on est forcément plus sensible à ce que le jeune a besoin à un moment T. Je parlais juste avant le début de ce podcast. J'ai eu un aperçu du travail que vous êtes en train d'abattre justement pour pouvoir définir tous les critères pour tous les postes bien détaillés. Quels sont ces critères de recrutement pour un jeune qui souhaite intégrer l'académie du Lausanne Sport? Faire de la sélection, c'est très compliqué. On fait certainement des erreurs et c'est quelque chose que j'aime pas. Parce que faire de la sélection, ça veut dire empêcher quelqu'un peut-être de parvenir à son rêve. Donc pour moi, il faut sélectionner le moins possible. Il faut donner le plus longtemps possible la possibilité aux jeunes de pouvoir pratiquer le football. Et Amdouni nous le confirme, c'est pas parce que vous êtes dans l'élite que vous allez réussir et c'est pas parce que vous n'êtes pas dans l'élite que vous n'allez pas réussir. Heureusement d'ailleurs. Si vous prenez 2 personnes, ça sera très compliqué d'avoir le même avis. Il y aura quelqu'un qui sera plus sensible à l'aspect technique, mais de l'autre côté, il y aura celui qui dit « Ouais, mais l'engagement pour un défenseur, c'est important. La volonté de gagner des duels, c'est important. Si techniquement, je ne suis pas forcément très bon dans le dribble, c'est pas grave. » Donc, les deux, selon la position qu'ils ont, ils sont importants. Ils ont peut-être des qualités pour réussir dans le futur. Donc, faire de la sélection, c'est très compliqué. J'espère pouvoir la retarder le plus tard possible au niveau de la progression des joueurs, parce que comme ça voudra dire qu'on fera peut-être quelques erreurs de moins. Mais pour faire ça, il faudra aussi avoir des critères très clairs par rapport à la position du joueur, afin d'être le plus précis possible. Aujourd'hui, nous sommes en train de créer des profils de poste. J'espère finir ça d'ici 2 semaines, parce que c'est très important qu'on ait tous la même vision, pas la même idée, mais la même vision. Donc, qu'est-ce qu'on recherche? Et par rapport à ça, on fera les choix qui seront nécessaires. Parlant de ces 2 jeunes qui ont plus ou moins les mêmes caractéristiques, soit techniques, soit physiques, qui sont à la porte de la première équipe, qu'est-ce qui différencie ces 2 jeunes dont un y arrive et l'autre n'arrive pas? Tellement de facteurs. Et c'est là toute la complexité du job. Et c'est même difficile de conseiller les familles. C'est difficile d'expliquer pourquoi celui-là il est arrivé et l'autre pas. Il y a les caractéristiques du joueur, oui. Il y a la concurrence. Souvent on oublie. Pourquoi mon fils n'est pas en première équipe? Parce que mon fils, défenseur central, devant lui en première équipe, il y a 2 joueurs défenseurs centraux qui sont très bons actuellement. Donc forcément, il faudra être un peu plus patient ou alors changer de contexte. Il y a le contexte social, familial. Certains, ils ont des contextes qui favorisent la confiance. D'autres, c'est compliqué. Et il faut en tenir compte aussi. Il y a aussi la sensibilité de l'entraîneur de la première équipe qui veut peut-être pratiquer un certain football et mes caractéristiques aujourd'hui, elles ne correspondent pas, mais peut-être que dans un autre club, elles correspondent absolument. Donc vous voyez que les caractéristiques de chacun, que le moment de maturité soit le même, que la disponibilité par rapport à la formation scolaire ou professionnelle soit terminée et je peux me consacrer 100% au football. Tout ça, et encore, j'ai pas tout dit, c'est vraiment quelque chose de complexe, donc il faut vraiment beaucoup travailler et il faut aussi avoir de la chance que tous les étoiles soient alignées. Avec des entraîneurs professionnels, on investit de l'argent. Il n'y a pas que les coachs, il y a les adjoints, il y a les spécialistes, le talent manager, il y a le physio.